l'actualité de ce jeudi, le gouvernement rassure les élèves sur les implications des 5 décrets réorganisant les examens et concours scolaires. Le ministre de l'Éducation nationale et celui de l'enseignement supérieur étaient face à la presse ce jeudi pour expliquer et surtout lever tout équivoque autour de ces 5 textes. L'opposition politique s'organise en attendant la mise en place d'un cadre de concertation formelle. Le CFOP et les partis alliés jettent les bases de leur collaboration et de leurs actions futures. Le CAP est fondé sur 2 idées fondamentales, l'union et la capacité de proposition. Et puis, après les propos du président américain traitant son homologue russe de tueur, la réponse de Vladimir Poutine ne s'est pas fait attendre. Sur un ton plutôt ironique, il a souhaité bonne santé à Joe Biden. C'était au cours d'une conférence de presse par visioconférence. Voilà pour le sommaire. Bonsoir et bienvenue. Face aux journalistes, 2 ministres en plein exercice de pédagogie ce 18 mars pendant 2 heures de temps. Stanislas Ouaro de l'Éducation nationale et Al-Kassoum Maïga de l'enseignement supérieur se sont attelés à expliquer les tenants et les aboutissants des 5 décrets sur les examens et concours scolaires qui avaient provoqué, vous vous en souvenez sans doute, la colère des élèves. C'était en début de semaine. Quels sont les véritables impacts de ces textes sur l'organisation des examens et concours scolaires et sur la valeur des diplômes concernés? Élément de réponse, Abdourazak Traoré. Au service d'information du gouvernement ce 18 mars, les places assises n'ont pas suffi, tant les médias étaient mobilisés. La réforme des examens et concours, le sujet passionne. Ces dernières 72 heures nous l'ont démontré avec ces manifestations à tout vent des élèves. Le gouvernement le savait, sa parole était donc très attendue. En réaction, ce sont les 2 ministres du système éducatif qui viennent affronter les nombreuses interrogations. Tout d'abord, le gouvernement rassure le monde éducatif. La réforme relative au baccalauréat ne rentrera en vigueur qu'à partir de 2022. À partir de cette date, le baccalauréat sera le diplôme terminal du secondaire. C'est une promesse de campagne qui se concrétise afin d'harmoniser ce diplôme sur le plan régional. L'espace UOMOA, vous avez le Mali, où tous les diplômes, le diplôme du baccalauréat est organisé par l'enseignement secondaire. Au niveau de la Côte d'Ivoire, c'est organisé aussi par le ministère en charge de l'enseignement secondaire, au niveau du Bénin. Mais maintenant, au niveau du Mali, ce sont les acteurs de l'enseignement secondaire qui gèrent tout. Et après, les étudiants, les élèves, quand ils sont admis, déposent leur dossier d'orientation à l'université à travers donc l'application Campus Mali. Nous avons l'équivalent ici qui est Campus Faso. En Côte d'Ivoire, donc, c'est le ministère en charge de l'enseignement, le ministère en charge de l'Éducation nationale qui organise, mais il fait appel pour la présidente du jury à des collègues de l'enseignement supérieur. Au Bénin, c'est un peu pareil. Mais tous ces 3 pays organisent déjà le baccalauréat par le ministère en charge de l'Éducation nationale. Alors, j'aimerais aussi, pour ce qui est de l'accès à l'université, le ministre viendra aussi le préciser, rassurer les acteurs de l'éducation que les modalités d'accès à l'université ne compteront pas de changements comme c'est le cas dans les pays que j'ai cités comme le Mali, la Côte d'Ivoire et le Bénin. Le baccalauréat transformé en un diplôme terminal du secondaire n'est en réalité qu'une manière de rendre à César ce qui appartient à César. Donc, pour ce qui est de l'organisation du baccalauréat par le ministère en charge de l'éducation, il convient de relever déjà que tous les programmes d'enseignement et de formation sont élaborés, validés et mis en œuvre dans les classes au niveau de l'enseignement secondaire par les acteurs du ministère en charge de l'éducation. Les encadreurs pédagogiques, ils s'occupent de tout ce qui est réforme et conception de curricula. Les enseignants, donc c'est l'administration des contenus, l'administration scolaire qui suit. Et ces acteurs-là, ce sont eux qui travaillent à la production des différentes épreuves qui sont administrées pendant l'examen. Ce sont eux qui assurent aussi la correction des copies, la supervision pédagogique de l'examen. Alors au niveau de l'office du baccalauréat, la présidence du choix des sujets, en principe, est gérée par les enseignants-chercheurs, mais aussi par les inspecteurs de l'enseignement secondaire pour les disciplines pour lesquelles il n'y a pas de spécialité. Contrairement à ce qui a motivé plusieurs manifestations d'élèves dans les rues, le baccalauréat ainsi que le BEPC et ses équivalents garderont bel et bien le format de second tour. Donc, pour assurer l'ensemble de la communauté éducative que les seconds tours des examens du BEPC et du baccalauréat ne sont pas supprimés.
contrairement à ce que certains essaient de véhiculer comme rumeur. Donc il n'en est rien du tout. Et en résumé, les innovations apportées dans l'organisation des examens et concours se justifient. Et le fait que le ministère en charge de l'éducation organise l'examen du baccalauréat n'a aucun impact ni sur la qualité, ni sur l'accès des lauréats à l'université, à toute autre structure au Burkina comme ailleurs. En plus du premier diplôme universitaire qui fait l'objet de réformes, les examens du CEP, CAP, BEP et BEPC sont réformés. Au niveau du BEPC, 3 innovations sont apportées. D'abord, il est institué désormais une commission DPS en lieu et place des jurys qui administrera cette épreuve. En outre, la charge de l'organisation de l'examen revient aux directions provinciales de l'éducation en lieu et place des directions régionales. L'autre changement vient supprimer le système des 2 sujets au choix pour un sujet unique en histoire-géographie et en sciences de la vie et de la terre. Par ailleurs, il sera pris un décret portant institution des concours scolaires. Ce texte est une première au Burkina Faso, indique le professeur Warou. Le ministre en charge de la réconciliation nationale, lui, poursuit sa série de consultations dans le cadre de sa feuille de route. Zéphirin Diabré a rencontré ce jeudi Bala Alassane Sakandé avec le président de l'Assemblée nationale. Les échanges ont tout logiquement concerné le rôle que doivent jouer les députés dans le processus de réconciliation qui débute. Vous voyez les 2 hommes en pleine discussion à l'Assemblée nationale. Je vous propose d'écouter maintenant Zéphirin Diabré, le ministre en charge de la réconciliation nationale. Il m'a paru opportun de venir échanger avec le président de la représentation nationale pour un échange de vues et d'avis sur la manière donc de conduire ce processus. L'Assemblée nationale, c'est le lieu où siègent les représentants de la nation. Donc, vous ne serez peut-être pas surpris que d'ici là, on vienne là pour répondre à des questions orales. Mais il se peut aussi que dans ce qu'on va faire là et dans les solutions qui seront proposées pour des questions données, il y ait des implications sur le plan législatif. Il y a peut-être aussi des textes à changer pour nous permettre d'aller à là-bas. Donc, c'est toujours important de changer avec l'Assemblée nationale parce que c'est une institution qui a toujours un rôle à jouer, sur le plan réglementaire, dans toutes les questions, y compris celles qui ne sont pas uniquement de ma compétence. Et pendant ce temps, au sein de l'opposition politique, on tente de s'organiser une opposition unie et qui se pose comme une force de proposition. Voilà la ligne directrice que le nouveau CEFOP entend suivre. C'est ce qui ressort de la rencontre qui a réuni plusieurs partis de l'opposition hier. Abdoulazak Traoré. De 32 partis au départ, les partis politiques qui se sont déclarés de l'opposition sont passés à 38 à la date du 18 mars 2021. Pour la toute première réunion qui fait office de prise de contact, une vingtaine d'entre eux ont répondu présent et quelques-uns se sont excusés. Certains se réclament de l'opposition non alignée. Mais avec Eddy Kombougo au CEFOP, la dynamique enclenchée s'est formée une opposition unie afin d'être cette force de proposition dans la République. Nous avons fait appel à tout le monde. Je vous l'ai dit que nous avons invité tous les partis, y compris ceux qui se disaient de l'ONA, à venir. Nous avons eu, si vous voulez, pour ne pas le nommer, M. Soma, le professeur Soma, qui nous a dit qu'il était aujourd'hui à Abidjan et qu'il allait rentrer et qu'il va envoyer ce soir un représentant. Nous n'avons pas exclu qui que ce soit. D'ailleurs, la Constitution ne reconnaît pas un autre cadre, notre organisation de l'opposition. Après plus de 2 heures d'échange, les choses commencent à se préciser en ce qui concerne la formation du cadre de concertation des partis politiques de l'opposition. Mais avant de poursuivre, les absents sont attendus. Nous attendons que les autres nous rejoignent. Cette réunion nous a permis également de discuter sur le fonctionnement du cadre de concertation. Nous irons jusqu'à mettre en place un règlement intérieur pour la prise de parole, pour montrer qu'être membre du cadre de concertation du chef de file de l'opposition n'est pas un assujettissement du parti, au CDP ou à qui que ce soit. Une liberté de parole, mais sur les grandes questions, quand l'opposition prend une position et que l'on est ensemble, l'opposition est
développée et défendue par tous. Je crois que avec les interventions des uns aux autres, ils sont prêts au combat, à mener une opposition républicaine. Une opposition prête au combat. Ce sont aussi là les attentes du docteur Ablassé Ouedraogo du parti Le Faso Autrement. Et ce que nous souhaitons pour l'opposition sur les 5 ans à venir, c'est que ce soit une opposition républicaine, une opposition solidaire, disciplinée, une opposition intelligente qui prendra à bras le corps les intérêts supérieurs du peuple burkinabé et une opposition qui sera une opposition battante. Nous ne voulons pas d'une opposition qui sera complice de la gouvernance qui ne sert pas l'intérêt du peuple burkinabé. Les priorités étant définies clairement, le CFOP n'attend désormais que la formalisation du cadre de concertation avant d'entamer le combat sur des sujets comme la réconciliation nationale, le report des élections municipales, la modification du code électoral, entre autres. Au ministère de l'Éducation nationale, l'heure est au bilan des activités menées tout au long de l'année 2020. Le plan d'action a-t-il été respecté? Les objectifs initialement fixés ont-ils été atteints? À ces questions, des réponses ont été apportées au cours du premier conseil d'administration du secteur ministériel 2021 de ce département. Alexis Belebnaba nous en dit plus. 82,52%. C'est le taux global de réalisation des activités du ministère en charge de l'éducation nationale à la date du 31 décembre 2020. C'est ce qui sort du rapport du conseil d'administration du secteur ministériel consacré à l'examen du bilan, du plan d'action et des rapports annuels de performance 2020 des programmes budgétaires. Comparé au niveau d'exécution de l'année 2019, ce taux connaît une baisse de 8,28 points. Une contre-performance qui s'explique par 2 crises majeures qui ont secoué le secteur éducatif. Et cela est dû essentiellement donc aux 2 crises que vous connaissez, la crise sécuritaire et la crise sanitaire qui n'a pas permis, surtout sanitaire, qui a déstabilisé un peu le fonctionnement de l'administration de façon générale dans notre pays et qui n'a pas permis qu'un certain nombre d'activités puissent démarrer à temps. Et puis il y a eu la fermeture de l'ensemble des établissements et tout. Mais malgré cela, donc, nous avons dû réviser notre plan de travail en juin 2020 et nous sommes allés à l'essentiel. Et donc ce taux, quoique en baisse par rapport à 2019, nous satisfait au regard donc des défis liés à la crise sécuritaire et à la crise sanitaire. À noter qu'au cours de l'année 2020, les activités planifiées au titre du plan d'action ont été exécutées à hauteur de plus de 95% pour le programme Accès à l'éducation formelle, plus de 89% en ce qui concerne le programme qualité de l'éducation formelle, plus de 64% pour le programme Accès et qualité à l'éducation non formelle et plus de 80% pour le programme Pilotage et soutien au service de l'éducation formelle et non formelle. Malgré ces efforts, le taux brut d'accès à l'éducation a connu une baisse. Le taux brut d'accès au primaire a baissé. Il était de 88,80% en 2019. Nous avions espéré atteindre ou dépasser les 90% en 2020. Malheureusement, nous sommes redescendus à 86% au regard donc, de la crise sécuritaire qui occasionne la fermeture et le non-accès de milliers d'élèves au système éducatif. Pour le poste primaire, c'était de 50,5%, 50-50% et il est de 49,3% en 2020. Donc tout ceci pour dire que malgré les efforts que nous faisons, malgré les efforts faits par le gouvernement, avec l'accompagnement de nos partenaires techniques et financiers, malgré les efforts des acteurs du système éducatif, il y a de gros défis qui sont là et qui restent à relever. Plusieurs indicateurs stratégiques fixés dans le projet annuel de performance 2020-2022 n'ont pas atteint à cause de la crise sécuritaire et sanitaire. Les acteurs en sont conscients et ils comptent travailler à l'atteinte de ces objectifs. On reste dans l'éducation, celle des enfants en situation de handicap. Le sujet a fait l'objet d'une signature de convention de financement entre la Banque mondiale et le Burkina Faso, un appui financier destiné à mettre en œuvre des projets d'amélioration de l'enseignement scolaire de ces enfants en situation de vulnérabilité. Abdelaziz Ossaré
Face aux problèmes de développement économique et social endogène au Burkina Faso, la Banque mondiale décide d'accompagner le pays des hommes intègres pour solutionner ses préoccupations. Ainsi, à travers ce don d'1,5 milliard de francs CFA au ministère de l'économie, l'institution financière permet la mise en œuvre d'un projet éducatif important pour le gouvernement. Il s'agit du projet d'amélioration de l'éducation des enfants en situation de handicap, dont l'objectif est d'augmenter l'accès et la qualité de l'éducation des enfants vulnérables en mettant l'accent sur les enfants vivant avec un handicap. Ce don s'inscrit dans l'accompagnement de la Banque mondiale à la politique de développement de l'éducation de base au Burkina. Et ça vient juste renforcer ou couvrir un pilier de plus sur le don qui a été signé en septembre d'un montant de 100 millions de dollars, environ 56 milliards de francs CFA, pour accompagner l'accès et la qualité de l'éducation de base. En plus de mettre à niveau les infrastructures scolaires d'accueil au profit des enfants en situation de handicap, le projet devra faciliter leur inscription et leur maintien à l'école grâce à un appui aux familles à travers des subventions. D'une durée de 3 ans, il va intervenir dans 5 régions les plus pauvres du Burkina Faso, que sont l'Est, le Nord, le Centre-Est, le Sud-Ouest et le Plateau central, en incluant Ouagadougou. À terme, 7000 enfants en situation de handicap, dont 50% de filles, devraient bénéficier de cette intervention. Nous nous réjouissons de cet appui, qui est un appui supplémentaire donc, du groupe de la Banque mondiale au développement de l'éducation de qualité dans notre pays. Et donc nous sommes très heureux aujourd'hui d'annoncer que nous recevons ces fonds et que ces fonds seront très bien utilisés pour qu'à l'issue donc à la fin du projet, le bilan permette certainement encore peut-être à la banque ou à d'autres partenaires ou à d'autres pays de nous accompagner dans les efforts que nous développons pour l'équité dans le système éducatif burkinabé. Selon les chiffres de l'Organisation mondiale de la santé OMS, ce sont environ 10% de la population du Burkina Faso qui serait porteur d'un handicap. Le Canada, aux côtés du Burkina Faso, à travers l'aide humanitaire de l'ONU, un fonds de plusieurs milliards de francs CFA destiné à financer des secteurs prioritaires tels que l'éducation, la santé ou encore l'agriculture. Archimède Boy. 6,6 milliards de francs CFA, c'est le montant de la contribution du gouvernement canadien à l'aide humanitaire au Burkina Faso. Ces fonds serviront à la réalisation de 4 nouveaux projets bilatéraux, dont l'accès aux soins de santé primaire des femmes et des jeunes, l'accès à la rétention des filles à l'école grâce aux cantines scolaires et l'adaptation au changement climatique et aux impacts de la COVID-19. Ce financement vient à point nommé parce que ça va permettre d'atténuer les effets des changements climatiques, mais surtout aussi par rapport à la lutte contre la COVID-19 qui est là. Et nous voyons aussi que dans le cadre de ce financement, au niveau de l'éducation, c'est surtout vers les filles, par l'appui à travers les cantines scolaires et surtout les rations emportées qui vont permettre aux enfants de plus être assidus à l'école. Pour le volet sanitaire, par exemple, ce sont plus d'1 million de personnes qui seront touchées par cette aide dans les régions de la boucle du Moune, du Sahel, du Nord et du Centre-Nord. Cette composante sera mise en œuvre par l'UNFPA, le Fonds des Nations Unies pour la population, et l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Ça va consister essentiellement à apporter des équipements, des médicaments aux formations sanitaires qui fonctionnent encore à minima. Ça va consister aussi à approcher des soins de santé dans les zones où les formations sanitaires sont fermées par des équipes mobiles. Nous allons le faire avec l'appui des organisations non gouvernementales et ainsi on va permettre d'améliorer les indicateurs de santé dans ces régions-là. À terme, ce financement devrait non seulement soulager la souffrance, mais améliorer la qualité de vie des femmes, des jeunes filles, des populations déplacées, ainsi que des familles hôtes, indique la coordonnatrice résidente du système des Nations Unies au Burkina Faso. Tout autre chose, la politique de l'ANARE de mettre à la disposition des populations du matériel d'énergie solaire de bonne qualité et à des prix raisonnables franchit une autre étape, celle de la collaboration entre la structure et des entreprises spécialisées en la matière, une collaboration
matérialisé par une signature de convention. Justin Amonto. C'est au siège de l'ANERE, l'Agence nationale des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique, que se déroule la signature de ce protocole d'accord entre l'ANERE et des entreprises de promotion de kits solaires. Selon le directeur général de la dite agence, cette initiative rentre dans le cadre de son projet dénommé Disation Canicule. C'est une opération que nous avons initiée depuis 2019 dont l'objectif est d'accompagner les populations à ce qu'elles bénéficient donc des équipements solaires, à ce qu'elles puissent bénéficier d'un certain nombre de formations, de sensibilisation et d'informations pour mieux traverser la période caniculaire. Donc parmi ces 10 actions canicules-là, il y a un volet qui consiste donc à négocier avec des opérateurs économiques du domaine au niveau du Burkina Faso, négocier des conditions assez favorables et également des thèmes de paiement, de sorte à ce que la population puisse bénéficier donc de ces kits-là à haute efficacité énergétique. L'énergie Sawadogo et Frères est la première entreprise à signer l'accord ce 17 mars. L'entreprise propose au total 9 kits solaires, dont des panneaux et des batteries solaires. Pour nous, ce qui est important, c'est de permettre à tout Burkinabé de bénéficier de kits solaires. C'est notre souhait. Notre objectif est d'offrir des kits de qualité pour le développement du Burkina en matière d'énergie renouvelable. L'Agence nationale des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique invite les entreprises de promotion de kits solaires à faire des énergies renouvelables un tremplin de croissance économique et de bien-être de la population burkinabé. Actualité internationale, hors de nos frontières, la tension monte entre la Russie et les États-Unis d'Amérique. Les deux grandes puissances s'échangent des mots d'amabilité depuis quelques jours. Après les propos de Joe Biden traitant son homologue russe de tueur, eh bien, la réponse de Vladimir Poutine ne s'est pas fait attendre. Avec beaucoup d'ironie, il a souhaité notamment bonne santé au successeur de Donald Trump. Vladimir Poutine souhaite une bonne santé à Joe Biden. Première réaction teintée d'ironie du président russe après que son homologue américain l'ait qualifié de tueur. S'exprimant lors d'une visioconférence, Vladimir Poutine a pris soin de commenter avec malice l'attaque verbale de Joe Biden, n'hésitant pas à retourner la flèche contre son auteur. Je me souviens, dit-il, quand on était enfant et qu'on se chamaillait dans la cour, on disait « c'est celui qui le dit qu'il est ». Ce n'est pas juste une expression enfantine, une blague, le sens est profond et psychologique. Nous voyons toujours en l'autre nos propres caractéristiques. Vladimir Poutine est même allé jusqu'à proposer à Joe Biden une discussion diffusée en direct ce vendredi ou lundi. La veille, dans une interview à ABC, le président américain avait répondu par l'affirmative à un journaliste qui lui demandait si le maître du Kremlin était un tueur. Joe Biden, qui connaît bien Vladimir Poutine, a dit par la suite vouloir faire payer au président russe l'ingérence dans les élections américaines de 2016 et 2020, ajoutant « Vous verrez bientôt le prix qu'il va payer ». Depuis qu'il a succédé à Donald Trump à la Maison-Blanche, le nouveau président américain affiche un discours de fermeté à l'égard de Vladimir Poutine. Il faut dire que les contentieux se sont multipliés ces dernières années entre les deux grandes nations. Parmi les sujets de discorde, l'annexion de la Crimée, la guerre en Ukraine, le conflit en Syrie et dernièrement l'emprisonnement de l'opposant russe Alexeï Navalny. Et pour terminer, un peu plus proche de nous, en Côte d'Ivoire, vous allez voir ces images. Les images que vous voyez maintenant, celles de l'arrivée de la dépouille mortelle de Ahmed Bakayoko à Séguéla, son village. Le Premier ministre ivoirien décédé le 10 mars dernier en Allemagne des suites d'un cancer. Vous le voyez, ces images avec beaucoup d'émotions et beaucoup de mobilisation. Demain, Ahmed Bakayoko sera inhumé dans la stricte familiale, au cimetière à Séguéla, devant ses parents strictement, voilà, devant sa famille. Comme vous le voyez, il y a eu beaucoup d'émotions à Séguéla ce jeudi. C'est sur ces images que nous fermons ce journal. Merci de l'avoir suivi et puis bonsoir.